Bonjour à tous et bienvenue dans les matinales, un rendez-vous imaginé par l'École des Ponts ParisTech. Et vous le savez, les matinales, c'est l'occasion d'un temps d'échange entre les mondes de l'enseignement, de la recherche et de l'entreprise. Zéro artificialisation nette, les ZAN à horizon 2050. C'était le nouveau thème de cette nouvelle matinale. Repenser le processus de fabrication de la ville, placer la question foncière au cœur de toute réflexion, échelle stratégique, territoriale, planification, projet opérationnel dans un contexte environnemental et sociétal complexe. Voici les enjeux majeurs. Alors, que vient modifier la loi? Qu'en pensent les acteurs? Moment choisi de cette nouvelle matinale des ponts. Je voulais poser 3 questions à nos intervenants, en tout cas évoquer trois possibilités. Le premier, c'est le pacte social, la promesse que l'on a faite au tournant des années 70 et qu'on a développée dans les années 80 et 90 dans ces territoires et détendus et dans ces territoires de deuxième couronne qui sont de plein fouet impactés par les enjeux de zéro artificialisation nette, qui est le modèle du lotissement a été construit sur une mobilité carbonée à bas coût. Aujourd'hui, on voit que cette équation n'est plus tenable. Le deuxième, c'est la question de l'ingénierie territoriale. Vous n'êtes pas sans savoir que notre gouvernance administrative a drastiquement changé depuis le début des années 80. Et donc, se pose la question de où est l'ingénierie territoriale qui accompagne ces territoires. Et puis, sur ma question de la renaturation en ville, qui est une équation économique et technique assez compliquée. La ZAN, c'est donc une nouvelle règle du jeu, mais contrairement à des nouvelles règles du jeu qui allaient dans le sens du développement, qu'on le veuille ou non, là c'est un grand exercice de renoncement à s'étendre. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à transformer cet exercice de renoncement par de la coopération en quelque chose qui, quelque part, la sublime, la dépasse. Avec 2 enjeux principaux, hein. Un premier enjeu qui est le fait de limiter l'érosion de la biodiversité. Enfin, on dit érosion, c'est un euphémisme, hein, l'effondrement de la biodiversité, puisque l'artificialisation des sols, en fait, c'est la première cause. Puisque finalement, la biodiversité, c'est d'abord des milieux, et si les milieux naturels ne sont pas entretenus, il n'y a plus de biodiversité. Et la deuxième raison, c'est des raisons d'émissions de carbone. Parce qu'en fait, quand on s'étend, c'est pour y faire quelque chose, c'est pour y aller. Et jusqu'à présent, c'est très carboné. Il est clair qu'aujourd'hui, l'allongement de la vie et les accidents de la vie de couple et de familial font qu'il y a un besoin important de logement. De logements qui ne se libèrent pas parce que des personnes âgées y restent, et c'est quand même plutôt du bonheur. Mais en même temps, effectivement, on est dans une véritable crise du logement. Je crois que tous les maires le ressentent. Aujourd'hui, c'est tout le modèle économique du logement et du logement social en particulier qui est en cause. Parce que dès l'annonce finalement de la loi ZAN, on a vu flamber le prix du foncier et que donc toute une série de projets qui étaient même lancés sont aujourd'hui en panne, ne retrouvant plus leur équilibre. Et l'esprit de la loi, ou la question écologique, qui est quand même le sous-jacent de cette question-là, quand on parle de l'altération durable des fonctions naturelles du sol, hein, c'est ça qui est écrit dans la loi, on comprend bien que ce n'est pas du 0 ou du 1. Quoi. Un terrain, il n'est pas artificiel ou naturel. Il a des fonctions, elles sont plus ou moins altérées, etc. Donc nous, on a essayé de créer une façon de quantifier ça et de s'inscrire dans l'esprit de la loi à travers ça. Et on a mesuré finalement sur plus d'une centaine de projets du passé comment on venait améliorer ou détériorer les choses. Donc il faut qu'on ait un modèle d'affaires qui s'inscrive dans cette durabilité, ce qui nous a obligés à revoir le poids de chacun de ces segments et quelque part de dire la partie extension urbaine, celle qui est la très consommatrice, il faut qu'on la diminue très substantiellement, et à l'inverse, celle du recyclage urbain, là où on vient sur des objets qui sont obsolètes, où on a tendance statistiquement à renaturer, il faut qu'elle monte largement, d'où l'objectif qui va avec celui du ZAN chez nous, qui est de dire qu'il faut qu'on fasse plus de la moitié de notre chiffre d'affaires sur le recyclage urbain. En tant qu'établissement public foncier, moi je vous dis, oui, il y a du foncier, mais il n'y a plus de foncier facile. C'est-à-dire le grand terrain plat en extension, ça, on n'y a plus accès. En revanche, les autres fonciers qui sont plus complexes, qui demandent de la préparation, il y en a. Et le foncier d'aujourd'hui n'est pas le foncier de demain. Et donc, on va avoir une concurrence des usages et donc une montée des prix. Donc, il faut également que les collectivités se donnent les moyens, c'est là qu'on en vient sur l'ingénierie, de garder la capacité du choix.
C'est-à-dire il ne faut pas que ça parte trop vite et il faut également le préparer. Et qu'est-ce que j'y mets demain? Et ça, cette réflexion-là, elle demande un petit peu de temps. Actuellement, on a des mesures qui sont très techniques dans l'approche du zéro artificialisation nette. On est très dans le spatial. Notre question, nous, côté établissement public, ça va être le temporel. C'est-à-dire que quand on accompagne une collectivité pour faire une stratégie sur ses gisements, c'est qu'est-ce que je peux mobiliser, mais surtout à quel terme. Les friches, c'est fabuleux. Mais vous en prenez pour 7, 8, 10 ans. Ce n'est pas des choses qui vont sortir tout de suite, parce qu'il faut préparer le foncier, et puis il y a des questions de modèle économique. Donc cette question de la temporalité, c'est comment je peux produire à très court terme. Et là, on est un petit peu embêté. Donc à très court terme, sur la question de la crise du logement, c'est comment on accompagne sur surtout de la réhabilitation, comment on va chercher les logements vacants, comment on va chercher ce type de gisement, mais qu'on prépare tout de suite le moyen long terme. C'est vraiment une question d'intensité de la problématique, puisque je pense que tous les opérateurs de l'immobilier et de l'aménagement font entre guillemets du ZAN depuis toujours. C'est-à-dire qu'en fait, la question du recyclage urbain, elle n'a pas attendu aujourd'hui pour se faire. Tous les centres-villes se sont refaits sur eux-mêmes plusieurs fois. Et on a trouvé l'argent pour le faire parce que finalement, il y a une attractivité, il y a des enjeux qui sont à la mesure et qui fait que ça a passé. En fait, cette histoire de ZAN, c'est vraiment la rencontre du naturel et du culturel. Culturellement, on aimerait tous, enfin, moi pas forcément, mais beaucoup de gens aimeraient avoir une maison avec un grand jardin, mais c'est pas possible à 10 milliards sur Terre. Naturellement, c'est pas possible. Pour la question du temps, naturellement. Alors, il a toujours fallu prendre le temps en compte dans l'aménagement. C'est toujours à la fois stratégique et tactique. On fait des plans d'affaires, des bilans d'aménagement sur 15 ans. C'est toujours le cas. Sauf que là, on n'arrive pas à l'équilibre au bout. L'effort de sobriété, il n'est pas nouveau. Un grand nombre de SCOT, qu'on appelait les SCOT Grenelle, prévoyaient des diminutions très importantes de la consommation de terres agricoles. Et puis le troisième point qu'on n'a pas travaillé aujourd'hui, c'est la réflexion sur la désirabilité des produits. C'est-à-dire que c'est bien de vouloir densifier, mais si vous produisez quelque chose que personne ne veut acheter, ça a été le cas chez moi, qui était une commune entièrement horizontale, on a fait du R+2. Je peux vous dire que pour faire du R+2, on a fait des dizaines de réunions participatives pour expliquer. Les premiers sont passés. En logement social, ça passe. Et finalement, avec des grandes terrasses, des logements traversants bien exposés, ça veut dire qu'il faut faire tout un travail aussi de dentelle à l'interne des produits qu'on présente. Mais finalement, les éventuels propriétaires, ils préfèrent partir à 20 km pour avoir la maison sur un terrain, quitte ensuite à ce qu'on ait des crises sociales qu'on a connues, parce que finalement, le problème économique et le problème de qualité de vie va se poser pour eux. Et donc, il y a tout un travail à faire pour qu'on n'ait pas un rejet massif de nos populations sur le nouveau modèle. L'équation économique, elle est pour l'instant pas vraie partout. C'est-à-dire qu'en fait, faire le ZAN, c'est aussi faire plus dense. Et faire plus dense, c'est un modèle économique qui est plutôt plus facile que de faire pas dense. Un terrain donné, si on le densifie, en fait, on arrive mieux à dégager un modèle que si on fait peu de densité. Par contre, c'est les moments où on se retrouve avec le problème de l'acceptabilité. Et le problème économique, il est plus sur des terrains qu'on n'aurait pas construits, et où on veut construire, effectivement, les friches, des choses comme ça. Et là, il y a les coûts de dépollution et toutes ces questions-là. Bien sûr, ça coûte plus cher, mais c'est aussi une question de beaucoup plus d'ingénierie pour maîtriser les coûts et les risques de ces opérations-là, quoi. Je pense que c'est ça, pour le promoteur que je suis, peut-être qui fait partie des changements opérationnels les plus profonds. Et après, il y a toute la question de l'équation économique. Alors, le fonds friche nous aide parfois. Il y a d'autres solutions. On a acheté, nous, un portefeuille de terrains d'Engie sur lequel il y a des terrains dans des villes moyennes qui n'auraient pas eu de viabilité économique s'il n'y avait pas une péréquation au niveau du portefeuille. C'est-à-dire c'est des terrains qui individuellement ont une valeur négative. Le coût de dépollution est supérieur à la valeur immobilière du terrain par la constructibilité qu'il porte. Mais on l'équilibre avec des terrains dans d'autres endroits où il y a plus de valeur à créer. Et ça pose également la question, moi je le vois sur il faut être agile sur les questions de financement, c'est qui doit investir dans la ville. On voit que quand on va chercher l'ANA finalement va chercher les investisseurs particuliers privés pour réinvestir sur leur logement. Quand on va chercher des bailleurs sociaux, ce sont des institutionnels qui viennent investir sur la ville. On a des promoteurs qui vont investir. Donc, suivant qui va être finalement l'investisseur et la partie prenante, on n'ira pas chercher les mêmes canaux de financement, on travaille les projets totalement différemment.
La loi, elle est contraignante. Aujourd'hui, finalement, on gère une forme de pénurie, puisqu'il y a moins de terre. Donc, effectivement, les discussions sont plus compliquées. C'est plus compliqué quand on doit réduire que quand on est en phase d'expansion. Vous le voyez bien. Donc, l'un des enjeux, c'est bien que le dialogue territorial en sorte renforcé au lieu d'en sortir diminué. Donc ça, je pense que pour tous les présidents de SCOT, c'est un souci majeur. C'est d'une part d'associer le maximum d'élus, parce que je vous dis qu'au bout du compte, ce sont les élus de terrain qui vont devoir assumer le nouveau visage de leur village ou de leur ville, mais c'est eux qui devront l'expliquer et le faire partager à la population. Donc avant de le faire partager à la population ou en même temps, le avant et peut-être c'est une question temporelle, hein, c'est pas une question d'importance, mais déjà le faire partager aux élus, l'esprit et de ne pas se bloquer sur les termes de la loi dans ce qu'elle a parfois d'un peu incohérent. Donc là, il y a un vrai enjeu de partage. Il y aura en revanche plusieurs niveaux de prospective, c'est-à-dire que vous avez la partie documents stratégiques, documents de planification sur lesquels il faut pouvoir avoir un cadre. On a une planification à la française que tout le monde nous envie et il ne faut pas que le ZAN la fasse imploser. C'est-à-dire que moi, alors ça c'est un petit constat d'opérateur de terrain, c'est-à-dire que toutes ces discussions qui ont pris un virage très technique sur le ZAN sont en train de fragiliser la partie discussion intercommunalité, puisqu'il y a ce retour de repli un petit peu à l'échelle de la commune. Et si on n'a pas une vision intercommunale, la complexité de la préparation du foncier, de la vision des projets, il faut qu'elle soit vraiment intercommunale. Donc sans cette vision-là, ça va être compliqué de bouger ensuite les documents d'urbanisme et de se mettre en position de. Et puis après, vous avez la prospective, moi, que j'appelle sur le modèle économique et les partenariats. C'est-à-dire que ce qui ne s'équilibre pas à 2 ans, peut-être qu'il faut aller le chercher. Ça ne veut pas dire qu'on ne le sort pas tout de suite, mais ça veut dire que l'équilibre, on va le chercher sur du plus long terme. C'est tout le travail qu'on a sur les foncières spécifiques de redynamisation ou de portage beaucoup plus long, où c'est question de démembrement avec du très long terme, de manière à aller rechercher l'équilibre plus loin. C'est une forme de prospective aussi. Et c'est là que il faut pas enfin, en tout cas, il faut qu'on le fasse avec l'écosystème local. Et ensuite, on explique comment la prospective, ça se construit et ça s'articule avec d'une part des prévisions, parce que les marges de manœuvre, elles sont pas infinies, elles sont liées à des prévisions qui peuvent être d'ordre démographique, climatique, et puis effectivement des prévisions, la loi dit ça. Et donc d'articuler prospective, prévision, et ensuite on retrouve ce que vous avez dit, à savoir la planification aux différentes échelles, la programmation qui ensuite l'inscrit dans le temps, et puis le projet qui vient concrétiser à un moment donné. Donc avec un dialogue entre les différentes échelles, les différents acteurs, les différentes temporalités pour arriver à faire ça. Et puis, c'est pas en toile de fond, mais peut-être parmi les boussoles, il y a une boussole qui est aujourd'hui beaucoup la boussole économique. Il faudrait que ce soit aussi la boussole du carbone et de la biodiversité qui soit davantage prise en compte. Nos clients qui ne peuvent plus acheter le logement un peu cher de centre-ville, etc. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Ils allaient chercher du logement abordable. C'est quoi? C'est aller sur des terrains pas chers, sur de la construction pas chère, c'est-à-dire de la maison individuelle en lotissement. Avec le ZAN, on retire ça du marché. Et donc, on n'a plus qu'une capacité de production de zones tendues, voilà, c'est-à-dire de foncier où effectivement c'est un foncier rare, donc cher, voilà, et de construction dense qui est plus cher au mètre carré. Enfin, c'est juste, enfin voilà, hein, techniquement c'est comme ça. Et donc on se retrouve effectivement à mettre en tension le modèle économique. Et les solutions de base, effectivement, c'est la densification, mais qui se heurte à ce qui était déjà une crise structurelle montante, qui est celle de l'acceptabilité de ces projets. Dont on n'a pas parlé, c'est de la concurrence de l'habitat et du développement économique. Parce que dans le ZAN, il y a aussi le développement économique. Donc c'est aussi un arbitrage important. Il doit y avoir un changement de modèle. Et c'est les 2 changements de modèle qui doivent être menés parallèlement. Ça fait beaucoup. Mais c'est essentiel si on veut arriver à de la sobriété. Dans les documents d'urbanisme précédents, il y avait souvent une enveloppe économique et une enveloppe habitat. Aujourd'hui, les enveloppes sont fongibles. Je pense que l'avenir, c'est mutualisation, pas mutualisation, quelle que soit la forme. C'est quand même énormément de discussions.
entre les décideurs globaux et avec la population qui doit être entraînée. Sinon, on risque des fractures. Je pense que le privé a vraiment une part, toute sa part à prendre dans le risque dans la matière de production de la ville. Donc il faut vraiment qu'on y soit tous. Et le public doit effectivement aller sur ce qui fait effet levier. Donc sur les questions de réversibilité, sur les questions de qu'est-ce qu'on doit maîtriser, moi j'avoue que je me pose beaucoup la question par exemple de la 5e façade. C'est-à-dire que les toitures à un moment, est-ce que dans un des scénarios science-fiction, est-ce que ça ne sera pas les supports de livraison quelque part, dans quelques années par drone. Qu'est-ce qui doit rester maîtrisé par le public et par la collectivité de manière à ne pas être tout le temps à fond perdu. C'est-à-dire que la ville, après, il faut la faire fonctionner. Donc la question du fonctionnement, de payer les services. Donc il y a peut-être des choses qui doivent rester publiques de manière à avoir des ressources qui permettront de faire fonctionner. Nous, on réfléchit beaucoup, parce que ça fait partie de notre entreprise, à la question des résidences gérées. Donc du co-living, des résidences étudiantes, seniors, etc. Et ça, c'est intéressant parce que la problématique du logement, c'est aussi la problématique de, en fait, j'ai combien de mètres carrés par personne? Ma personne âgée qui vit seule dans son pavillon de 150 mètres carrés, alors que j'ai des étudiants que je n'arrive pas à loger, etc. Le logement géré, c'est un logement où on mutualise des parties communes et où finalement, on a beaucoup moins de mètres carrés par personne. Et ça permet, en faisant venir ces gens ici, de libérer des mètres carrés par ailleurs. On peut remettre une famille dans le pavillon qui a été libéré, etc. Et donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et d'ailleurs, on l'a objectivé, nous, puisque dans tous nos éléments de stratégie environnementale, on a créé une mesure de l'empreinte carbone de nos résidents. Et on a pu voir que les résidents d'une résidence gérée lambda, Vinci Immobilier ou autre, finalement, déjà, on est en dessous de ce qu'est un Français similaire par ailleurs. Une personne âgée qui vit avec les stats de l'INSEE, etc., par rapport à dans une résidence gérée, parce qu'il y a moins de mètres carrés, parce que c'est des bâtis plus récents, parce qu'il y a des déplacements du quotidien qui sont inférieurs. Et ça, couplé à, du coup, après une stratégie proactive de performance énergétique de nos bâtis, d'opération et d'optimisation énergétique, etc., on arrive à viser des scores très bons. Donc une question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on maintient, ou on essaye de retrouver des marges de manœuvre dans ce contexte. C'est la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces marges de manœuvre? Comment est-ce qu'on les utilise bien? Enfin, ça pose des questions qui sont presque d'ordre épistémologique, hein, c'est-à-dire qu'il y a le bien, ce qui était bien autrefois devient peut-être moins bien. Sur la question de bien utiliser ces marges de manœuvre, une fois qu'on en a retrouvé, c'est ce que vous disiez sur l'intérêt général. Moi, il me semble que bien utiliser ses capacités, c'est de répondre au maximum de besoins. À la fois parce qu'on va implanter un immeuble, mais parce que quand on a implanté un immeuble à tel endroit, on libère aussi de l'espace pour autre chose. Il y a des tas de contre-coups, il faut avoir une logique d'ensemble. Et donc, sachant que se pose maintenant plus qu'avant la question de les besoins, c'est les besoins de qui? Et en fait, on voit bien que si on cherche uniquement à satisfaire les besoins de l'humanité, ça va pas c'est pas durable. Donc il y a aussi les besoins de la nature. C'est une des origines du ZAN. Je retiens un mot de cet échange fructueux, c'est concertation et négociation. Je pense que le sujet de l'électrification des voitures est un sujet important, mais c'est un sujet éminemment technique. Là, on est en train de faire autre chose. On joue avec la vie au quotidien des gens, là où ils veulent vivre, là où ils veulent se déplacer, quelle superficie de terrain ils veulent posséder, dans quel logement ils veulent vivre. Et c'est furieusement impactant dans notre capacité à réduire notre empreinte carbone et à améliorer notre relation avec la biodiversité. Mais c'est un travail de longue haleine, un travail de terrain, puisqu'il faut aller convaincre porte à porte lorsqu'on change les documents d'urbanisme notamment, ce qui est un exercice de haute volée. Donc l'objectif est très clair. Maintenant, le chemin reste à être parcouru et chacun dans vos métiers, dans votre expertise, dans votre relation avec ces territoires, votre rôle est éminemment important. Et donc, un grand merci de nous avoir éclairés ce matin sur cette question-là.